Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, dimanche 22 juin, afin de nous entraîner ensemble sur les questions du C1D. En effet, demain, lundi 23 juin 2025, c'est le C1D 2025. Et donc à cette occasion, voilà une petite vidéo coup de pouce de dernière minute qui, j'espère, vous aidera à remettre vos dernières questions ou derniers doutes ou petits stress en place afin de vous sentir en confiance pour bien réussir le C1D demain. Alors voilà, allons-y, entraînons-nous. Alors voilà, on commence avec une série de plusieurs questions dans un premier livret sans calculatrice. D'accord? Alors allons-y, regardons ça. Donc première question, c'est du calcul. Nécessite de connaître vos règles de priorité dans les calculs. Alors je vais les rappeler avec les initiales des opérations dont vous avez certainement déjà entendu parler. On va respecter le fameux PEMDAS. D'accord? Alors, je mets des petites virgules. Donc, on parle des parenthèses en premier. Ensuite, on s'occupe des exposants. Ensuite, de la multiplication et de la division dans l'ordre d'écriture parce qu'elles sont du même niveau. Et enfin, de l'addition et de la soustraction, à nouveau dans l'ordre d'écriture parce qu'elles sont du même niveau. Donc, je regarde mon exercice ici. Je vois une soustraction, je vois une multiplication, je vois un exposant. Donc, le premier élément que je dois réaliser ici, c'est l'exposant. C'est ce que je vais faire en premier. D'accord. Ensuite, en deuxième, je vais m'occuper de la multiplication. Et enfin, en troisième, je vais m'occuper de la soustraction. On y va? Donc, je vais trouver 35. Je vais faire par étapes, pour ceux qui ont besoin de ça. Moins 6 fois 8, puisque 2 au cube, ça fait 8. Et donc, ça va me donner 35 moins 48. J'ai ici un nombre à soustraire qui est plus grand que l'autre, donc mentalement, dans ma tête, je peux faire 48 moins 35, mais je sais que le résultat sera négatif. D'accord? Et donc, j'ai un écart de 13, donc moins 13 ici. Même chose pour le suivant, donc je vais regarder ce que je fais en premier. Alors, ce que je fais en premier, ce sont les parenthèses. Ensuite, je fais les exposants, donc je suis toujours en train de respecter ceci. Ensuite, j'ai ici une soustraction à réaliser. Alors, on y va, donc moins 8 plus la parenthèse 4 moins 7, ça me donne moins 3 à mettre au cube. Alors là, je dois connaître mes règles avec les exposants, avec les puissances. Donc quand j'ai une puissance impaire d'un nombre négatif, je garde un résultat négatif. Et 3 au cube, ça fait 27. Donc je me retrouve avec moins 8 plus moins 27. Donc ce sont donc deux nombres négatifs que je mets ensemble. Et donc je me retrouve à moins 35. Alors, question numéro 2, on nous demande de calculer la valeur numérique d'une expression. Donc, ça veut dire que je vais aller remplacer l'inconnu x ici par une valeur qu'on me donne. Ici, c'est la valeur moins 2. Je vais remplacer et calculer ce que ça donne comme nombre. Et ce nombre, c'est la fameuse valeur numérique qu'on me demande de trouver. Et donc, je vais écrire tous les calculs. D'accord? Donc, le calcul, ça va être 3 fois, alors je mets une parenthèse, je vais mettre ce que c'est que x, moins 2, au carré, plus moins 2, moins 1. D'accord? Donc, je suis en train de calculer cette expression. Alors, allons-y, ça va me donner 3 fois, alors je dois mettre au carré un nombre négatif, donc je vais avoir un résultat positif. Moins 2 au carré, ça fait 4. Plus moins 2, donc moins 2, moins 1. Et donc, je me retrouve avec 12, moins 3, ce qui fait 9. Alors, regardons la question suivante, question numéro 3. On me demande de calculer des additions, soustractions de fractions ou multiplications de fractions. Dans les additions, soustractions de fractions, je ne peux additionner ou soustraire deux fractions que si elles ont le même dénominateur. Or ici, j'ai 15, là j'ai 3, là j'ai 5. Donc il faut que je trouve un dénominateur commun, c'est-à-dire un multiple de tous les dénominateurs présents, et on essaye évidemment de prendre le plus petit multiple, donc le plus petit commun multiple, donc le PPCM. Et le PPCM de 3, 5 et 15, c'est bien sûr 15. D'accord? 15 est un multiple de 5, multiple de 3 et multiple de 15. Donc, je vais utiliser cette information-là et je vais donc transformer toutes mes fractions en 15e. La dernière, c'est déjà bon, donc je n'ai rien à faire. Les autres, j'ai ici sur 5, là sur 3, donc je dois multiplier en dessous, là par 3 et là par 5. Et donc, ce que je fais en dessous,
je dois le faire au-dessus pour garder une fraction équivalente. Donc ce que j'ai fait, c'est x3, donc là je fais x3. Ce que j'ai fait ici, c'est x5, donc je fais x5. Et maintenant, j'ai bien toutes mes fractions qui sont en 15e. Celle-là n'a pas changé. Ici, moins 4 fois 3, ça va me donner moins 12. Ici, 1 fois 5, ça va me donner 5. Et donc finalement, je me retrouve avec en négatif moins 12, moins 7, donc moins 19 15e. Et en positif, 5 15e. Donc finalement, moins 14 15e. Le deuxième exercice, c'est un produit de fractions. Et donc là, vous avez appris qu'on multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux, mais vous avez aussi appris que l'on peut simplifier n'importe quel numérateur avec n'importe quel dénominateur et les diviser donc par un diviseur commun. Or, il se fait que moins 15 et moins 25 sont divisés par moins 5. Donc là, je vais trouver 3 et là, je vais trouver 5. Je peux encore simplifier le 16 et le 40 par 8. Donc là, je vais trouver 5, là, je vais trouver 2. Et là, je m'aperçois que je peux encore simplifier 5 et 5, ce qui va me donner 1 et 1. Et donc, finalement, qu'est-ce que j'ai comme réponse? Au-dessus, 3 fois 1, en dessous, 2 fois 1. Donc, réponse finale, 3 demi. Qui est ici, qui nous parle de puissance de 10 et de notation scientifique. Alors, on nous dit que vaut 10 au cube plus 10 au carré, et on nous propose différentes réponses. On va déjà indiquer ce que vaut chacune des puissances. Vous savez que 10 au cube, c'est un 1 suivi de 3 zéros, donc celui-là c'est 1000, et 10 au carré, c'est un 1 suivi de 2 zéros, donc c'est 100. Donc on ajoute à 1000 100, donc réponse 1100. Le suivant, c'est 3 fois 10 exposant moins 2. Alors l'exposant négatif, je ne sais pas si vous vous souvenez, un exposant négatif, c'est en fait le passage à la fraction. Donc je réécris la même chose au dénominateur, mais en changeant le signe de l'exposant. Donc ici, j'ai en fait 3 fois 1 sur 10 au carré, autrement dit 3 sur 100. Et 3 sur 100, c'est 0,03. Alors regardons, on a donc la réponse ici. Question numéro 5. On nous demande de compléter les suites de nombres. Donc il y a une certaine logique de construction dans ces suites de nombres. Donc on va regarder est-ce qu'on ajoute un même nombre, est-ce qu'on soustrait un même nombre, est-ce qu'on multiplie ou divise par un même nombre. Mais regardons, pour passer de 105 à 90, qu'est-ce que j'ai fait comme calcul? Ici je fais moins 15. Est-ce que c'est juste si je continue de faire moins 15? 90, moins 10, 80, moins 5, 75, donc c'est juste. Je continue, moins 15, j'ai toujours bien 60. Moins 15, j'ai toujours bien 45, donc le suivant, je vais faire moins 15, donc je me retrouve à 30. Alors, ici, je passe de 1,5 à 1 quart, donc je vois que de là à là, on a multiplié le dénominateur par 2, donc ça revient en fait à diviser la fraction par 2. D'accord? Donc je divise par 2. Ah, mais on a aussi changé le signe, donc en fait, je divise par moins 2 à chaque fois. Je peux aussi dire que je fais fois moins 1,5 si vous préférez, si c'est plus clair pour vous. Donc soit diviser par moins 2, soit faire fois moins 1,5. Alors allons-y, je fais la même chose ici. Donc comme je fais du moins fois du moins, ça va donner du plus. Et 1 quart fois 1,5, c'est bien 1/8. 1 quart divisé en 2, ça fait 1/8. Donc je vais faire la même chose ici. D'accord? Diviser par moins 2 ou faire fois moins 1,5, comme vous préférez. Et donc, ça va me donner moins 1/16e. Je vois si c'est cohérent. Fois moins 1,5, un 32e, oui. Même chose si je fais diviser par moins 2. Et même chose pour le dernier. Alors, la dernière suite, je passe de 1 à 3, de 3 à 7. L'écart entre les deux, là, c'est un écart de 2. Et là, c'est un écart de 4. C'est pas le même écart. Ah, mais là, c'est un écart de 6. On commence à comprendre une certaine logique. Donc, a priori, ici, ce serait un écart de 8. 13 et 8, ça nous fait 21. Et donc, ici, ça devrait être un écart de 10, ce qui est bien correct. Voilà, donc on ajoute à chaque fois une quantité qui, elle-même, augmente de 2. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Ce sont les questions sans calculatrice. Maintenant, on va changer de livret. Et dans le livret suivant, nous avons droit à la calculatrice.
Alors, voilà un exercice de géométrie à la question 6 qui vous demande d'avoir quand même une vision 3D de la situation. Mais bon, vous avez tous normalement joué avec des cubes quand vous étiez petits. Et donc, vous arrivez normalement à vous représenter les cubes. Et donc, on voit, ça c'est sur la gauche, ça c'est sur la droite, ça c'est vers l'avant et ça c'est vers l'arrière. Et d'ailleurs, on voit un petit bout de cube ici. Je ne sais pas si vous avez repéré là. C'est intéressant de s'en rendre compte. Et donc, on voit qu'il y a combien de cubes là déjà si on regarde comme ça. Bon, on en voit un ici, un deuxième là. Alors, il y en a un qui est en dessous, là, ici. Donc, on est au niveau 2 des colonnes. Dans la colonne 3, donc il y en a sûrement un dans la colonne 3. Là-bas, au milieu, en dessous, un troisième. Puis, on arrive, là, il y en a un quatrième, il y a un cinquième. Donc, au niveau largeur, on voit qu'il y a 5 cubes. D'ailleurs, on retrouve ça dans la vue du dessus, parce qu'on vous donne en perspective, on vous donne la vue du dessus ici. Donc, si vous étiez au-dessus, là, en train de regarder, qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, on voit bien 1, 2, 3, 4, 5 cubes de largeur. Alors, si on regarde dans l'autre sens, on va dire en profondeur, à nouveau, en profondeur, on en a un ici, un deuxième là, puis on a celui du centre, ou 3, et puis on a encore quelque chose derrière. On le voit ici. 1, 2, 3, on en a un quatrième derrière. Ok. Alors, on nous indique ici qu'il y en a un qu'on ne voit pas. On ne sait pas jusque quelle hauteur, ça n'a pas été précisé, on ne voit pas. Donc, en tout cas, ici, il y en a deux. Il y en a deux tout à l'arrière. Si je prends une nouvelle couleur, je peux dire qu'ici, ils sont 2 à l'arrière. D'accord. Ah, j'ai un marqueur qui ne fonctionne pas. Prenons un autre. Donc, ici, j'ai 2 cubes à l'arrière. 1, 2. Ok, alors si je regarde vue de gauche, donc celle-ci en arrivant comme ça, par rapport au cube, en arrivant ici, que je regarde le panel de cubes, sans faire attention à la profondeur, je vois que je vais jusque 2 de haut à l'arrière. Donc on retrouve bien celui-ci qui est là, celui-là qui est ici. Et j'ai bien le 1, 2, 3, 4 là, en dessous. Au-dessus, je n'en ai que 3. 1, 2, 3. D'accord, donc je peux mettre encore dans une autre couleur. Donc ça, c'est le niveau 2 ici. Et donc ce niveau-ci, ils sont, si je commence par l'arrière, 1, 2 au centre et 3. Donc 1, 2, 3. Voilà. En hauteur, ils sont 3 aussi. Donc ça, c'est ce qu'on a là. Ok, donc on a bien tout observé. Et on nous demande en fait combien est-ce qu'il y a de cubes là-dedans. Ok, bon, on va essayer de comprendre. Donc on sait déjà qu'il y en a 5 ici, qu'il y en a 3 ici, et 1. Donc on peut déjà faire tous les horizontaux centraux là, et puis on va faire ceux de devant et ceux de derrière. Donc a priori, si on compte, on a déjà nos 5 qui sont là. D'accord, donc on en a déjà 5. Donc ligne 1 plus ligne 2. On en a combien sur la ligne 2? 3. Là, ligne 3. Hop, j'en ai 1. Là, j'ai fait ces lignes-là. Et puis, je vais avancer et reculer. Faire tout ce qui était là. Je viens de faire tout ce qui est ici en épaisseur. Tac, tac, tac. Donc ça, je viens de faire les L ici. Mais là, je vais faire arrière ici. Et là, je vais faire avant et avant. Donc, avant 1 et avant 2. Ok, donc pour l'arrière, qu'est-ce que j'ai à l'arrière? J'ai celui-là et celui qui est en dessous. Et on me montre qu'il y en a encore un là, mais c'est embêtant parce que je ne sais pas si c'est 1 et 1 et 1. Donc, qu'est-ce que je peux dire pour l'arrière? Je suis sûre que j'en ai 2. Ah si, là je vois ça, non, c'est vu de gauche. Donc je ne sais pas non plus. Je ne sais pas non plus si j'en ai 4 ou 3. Donc j'en ai 4 ou 3. Plus. Parce que soit j'en ai 2 et 2 qui se superposent, soit j'en ai 2 ici et j'en ai que 1 ici. Parce qu'on n'a pas l'info là derrière. Alors ensuite, j'ai l'avant 2. L'avant 2, c'est ce qui est là. Donc là, j'en ai 2. Et enfin, j'ai la partie avant 1. Et là, j'en ai un tout seul. Donc, je vais compter ça, tout ça, et voir ce qu'on trouve comme réponse. Je vais d'abord compter avec le 3, puis je vais compter avec le 4. Donc ça m'en fait 8, ça m'en fait 9, 12. 12 et 3, ça m'en fait 15. Et si par hasard, j'en avais un en plus, je serais à 16. Donc c'est 15 ou 16. Et 16 n'a pas été proposé, donc je suis là. Donc, j'en ai pas 4, j'en ai 3.
Ça va? Et donc maintenant que je sais ça, je sais que j'en ai 15. Je dois donner la vue de droite de l'empilement. Donc la vue de droite, c'est quand j'arrive ici et que je regarde tout ça. Donc j'imagine que ça c'est l'arrière et que ça c'est l'avant. J'imagine que ça c'est l'avant et que ça c'est l'arrière. À chaque fois, je vais imaginer ça comme ça. Donc forcément, notre avant est à une case. Donc ça, on le sait. Et ça, c'est bon dans tous les dessins. Et je vais avoir 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est assez juste. Il n'y a pas de trou ici. Donc ça ne va pas. Donc 1, 2, 3, 4, ça c'est correct. C'est comme ici. 1, 2, 3, 4. Ça c'est correct. Mais nous savons qu'il y a un cube là. On est au niveau 2. D'accord? On le voit là. Donc on sait qu'on a ce cube là. Ça, on le voit. On l'a vu ici. Donc celui-là, il existe. Et il n'est pas ici. Donc ça, on ne peut pas prendre non plus. Donc voilà notre réponse. On peut vérifier. Après, on a ceci. Donc celui-là, celui-là, celui-là. Et puis on a encore celui qui est au-dessus. Donc c'est bien correct. Donc celui-là est juste. Après, on nous demande de faire un dernier dessin qui est de représenter la vue de face. Donc ce qu'on voit, nous, ici. Alors déjà, on voit... tous les cubes, on va en faire 5. Voilà, donc j'essaie de faire ça correctement à la latte. Et j'avais commencé, mais mal mis ma feuille, donc voilà, je reprends l'enregistrement. Donc je suis en train de regarder la vue de face par rapport au schéma. Et donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 cubes, avec 3 au-dessus, 1 au-dessus. Ceux-là se superposent quelque part sur ceux qui sont au centre. Et donc je n'aurai rien d'autre, j'ai juste 1 au-dessus à mettre encore. Et voilà, nous avons bien fait la vue de face. Voilà, ils ont bien demandé de respecter 1 cm d'arête pour vos cubes. Donc, c'est important. Question numéro 7, la voilà. Alors, on a développé un cube qui a des dessins déjà réalisés sur chacune de ses faces. Et on voudrait, au vu du pliage qui est là, du développement, et puis si on replie tout ça et qu'on reforme le cube, on veut savoir où se trouvent les zones colorées sur cette face-là et cette face-là. Et donc voilà, donc celui-ci en fait, c'est celui qu'on va retrouver là. D'accord? Donc qui est avec lui? Alors soit on a mis, on est obligé d'avoir mis celle-là, puisqu'on a respecté la position du triangle. Si on avait tourné et mis celle-ci au-dessus, le triangle aurait été orienté autrement. Donc, nous sommes avec cette face-là au-dessus. Et donc, nous allons diviser ici en 2. Donc, j'ai été chercher ce morceau-ci que j'ai mis ici. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est ce qui est arrivé au-dessus du cube. Et donc, là, on va avoir ceci qui arrive là. Mais comment est-ce que ça va se mettre? Puisque ça va être plié, hop, comme ceci. Donc, on va avoir nos triangles qui vont venir là. Cette face-là va se retrouver ici en se pliant sur le côté. D'accord? Donc, on a notre triangle. Et ça vient se mettre, hop, et la jonction qui est là, qui est ici. Et donc, on va avoir nos triangles qui apparaissent ici. Donc, je vais les dessiner. Alors, passons à la question suivante. Alors, on nous parle d'un parallélépipède rectangle qu'on a représenté en perspective cavalière. Et on voudrait savoir ce qu'on peut dire du quadrilatère AFGD. Alors, on voit déjà qu'on a ici 2 côtés parallèles et de même longueur, puisque ce sont 2 arêtes de même longueur du parallélépipède. Donc ça et ça, c'est même longueur et parallèle. Et ceci, c'est la diagonale de la face du haut. Et là, on a la diagonale de la face du bas. Donc c'est aussi 2 segments de même longueur qui sont parallèles. Et donc on a affaire à un quadrilatère dont les côtés sont 2 à 2 parallèles de même longueur. On a affaire à un parallélogramme. En ce qui concerne le deuxième solide, on a coupé le premier le long de AFGD. Et on nous demande quoi dire de la face ABF. Alors, c'est clair que c'est un triangle. Et on se demande... Et donc, en fait, là, on avait un parallélépipède rectangle. Donc, les faces étaient des rectangles. Donc là, c'est un angle droit.
D'accord? À chaque fois, c'était un angle droit. Hein. Ça va? Parce que c'était des rectangles. Donc ça, c'est toujours un angle droit ici. Donc ça, c'est un triangle rectangle. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire des faces latérales? Voilà, il restait une dernière question que j'avais cochée, mais je n'étais pas dans le champ de la caméra, donc je vous le refais ici. Donc on nous dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut dire de ce solide 2? On nous dit c'est un prisme droit et on nous demande de justifier. Alors, déjà, le prisme a des faces polygonales en dessous et au-dessus, hein, qui sont des bases. Et donc ici, c'est le cas. On a un triangle et un triangle. Et des faces latérales sont des rectangles. Et on a bien 3 rectangles. Donc ça, c'est juste. C'est certainement ceci qu'il faut cocher. Maintenant, on regarde par élimination. Les faces latérales sont des triangles. Ben, c'est pas du tout le cas, parce que les faces latérales ne sont pas des triangles. Les faces latérales sont parallèles. Ben non, les faces latérales ne sont pas parallèles. Et les faces latérales sont isométriques. Ben non, quand on regarde celle-ci, on voit bien qu'elles ne sont pas isométriques. Donc déjà, même si vous avez oublié votre définition, par élimination, vous pouvez trouver la réponse également. Numéro 9. On se retrouve cette fois-ci avec de l'algèbre. Alors cette année, j'ai choisi de suivre le déroulement des questions pour être dans une situation plus proche du réel, hein, de la passation réelle. Et comme ça, on fait un peu tout. On fait aussi de la géométrie, puisque d'autres années, j'avais pas eu le temps de faire tous les types de questions. Alors, on y va. Donc, question numéro 9, on nous demande d'effectuer du calcul algébrique. Donc, on va rassembler les éléments qui ont la même partie littérale, donc ça veut dire la même lettre, ou les mêmes lettres. Ensuite, supprimer des parenthèses éventuellement. Donc, si elles sont précédées d'un signe moins, je vous rappelle qu'il faut alors changer les signes de tous les termes placés dans ces parenthèses. Et s'il y a une multiplication, on va faire de la distributivité, soit simple, soit double. Donc on y va. Premier cas ici, on va mettre les A ensemble et les B ensemble. Donc j'ai 7A moins 5A, ça m'en fait 2. Et enfin, j'ai 4B moins 3B, ça m'en fait 1. Je ne suis pas obligée de mettre le 1. Alors, j'ai 3A carré moins 1 fois A carré, je me retrouve avec 2A carré. Là, j'ai 5A moins quelque chose entre parenthèses, donc je vais faire la règle de suppression des parenthèses, donc moins, et je change de signe, donc ça devient moins x, ici, et plus 2. Ensuite, je vais distribuer, distributivité simple, moins 3A fois 2D, moins 6AD, moins fois plus, ça fait moins aussi, 3 fois 5, ça fait 15, et là, j'ai AM. Et enfin, distributivité double. Donc, je me retrouve avec 4 termes. Donc, 4A fois 3x, ça fait 12AX. Ensuite, 4A fois 2 plus 8A. Moins 3B fois 3x, moins 9BX. Et enfin, moins 3B fois 2, moins 6B. Question numéro 10. On nous demande d'effectuer des produits remarquables. On a le A plus B au carré, qui va donner A carré plus 2AB plus B carré, carré d'une somme. Et on a le produit des binômes conjugués, donc A moins B fois A plus B, qui va donner A carré, donc celui qui ne change pas de signe en premier, moins celui qui change de signe ensuite au carré. Et donc c'est ce que je vais appliquer dans les deux exercices. Donc pour le premier, je fais 7x au carré, donc 49x carré, puisque je mets bien tout au carré. Ensuite, le double produit, 7 fois 5, 35, 35 fois 2, ça fait 70, x. Et enfin, le carré de 5 qui vaut 25. Pour ceci, je regarde celui qui n'a pas changé de signe, c'est le 2y, je le mets au carré. Moins celui qui a changé de signe, c'est le 3, je le mets au carré. Et donc, réponse, 4y carré moins 9. Question de géométrie, on a un triangle qui est inscrit dans un cercle. On a le centre du cercle, on a un cercle qui est inscrit dans le triangle, on a ici le rayon de ce cercle qui est perpendiculaire au côté, qui est tangent au cercle, propriété des cercles inscrits. L'intersection de cette droite qui passe par le centre et le sommet nous donne ici un point X. Ok, et on a un autre point P qui est le centre du cercle inscrit. On sait que ce triangle est isocèle puisqu'on a les symboles qui nous disent que on a une même longueur. Alors, on nous le dit là, le triangle est isocèle en A.
On nous dit que OA et PX sont respectivement les rayons des cercles C1 et C2. Donc OA pour le grand cercle circonscrit au triangle et ensuite PX pour le cercle inscrit. Les phrases suivantes à compléter par le nom de la droite remarquable qui convient. Alors la droite AX par rapport au côté BC. La droite AX, elle est perpendiculaire à ce côté, mais comme c'est un triangle isocèle, elle va couper le côté en deux, donc c'est une médiatrice. Parce que perpendiculaire passant par le milieu, c'est une médiatrice. Donc c'est la médiatrice du segment BC. La droite BP, ok. Par rapport au triangle ABC, oui, en fait, si on connaît la définition et les propriétés du cercle inscrit, on sait qu'en fait, on le trouve à l'intersection des bisectrices des angles du triangle. Donc, quand je relie B et P, je suis en train de dessiner une de ces fameuses bisectrices. Voilà. Alors, on tourne le mot qui complète correctement chaque phrase. Le cercle C1 est le cercle, on l'a dit tout à l'heure, circonscrit au triangle, d'accord, autour. Et la droite BC, oui, par rapport au cercle C2, elle est tangente. Voilà, on le sait, une droite qui est perpendiculaire au rayon, qui passe par le point de contact, elle est tangente. Voilà, donc on voit sur la figure beaucoup de choses. On voit un triangle, un grand triangle, un petit triangle, on voit un trapèze, on voit encore un autre triangle, un moyen, et on voit un quadrilatère. C'est pas très clair, il n'a pas l'air d'être un parallélogramme, parce que ça et ça, c'est pas pareil. Alors, on dit que les amplitudes ne sont pas respectées, donc c'est un dessin support pour le raisonnement, mais il n'a pas été fait correctement au niveau des mesures. Alors, DAC est un triangle rectangle. Ah, ça c'est intéressant. DAC, donc on va venir mettre ici l'angle droit. Donc là, on a 90. Donc on va pouvoir déduire déjà tout de suite que si on a 90 ici, 40 ici, forcément on a 50 ici. Ok. En plus, on a toujours... Ça c'est dans le prolongement, donc on a aussi l'angle droit là. Donc on a aussi 50. Et si on a 50 vu les angles opposés par le sommet, on a aussi 50 là. C'est assez logique, pas besoin de passer par le quadrilatère. On pouvait travailler avec l'angle plat, l'angle de 180 ici. Alors, ensuite, on ne connaît pas cet angle-là, mais on est dans un quadrilatère. Ah, on nous dit encore quelque chose d'important. DC, ici, est la bisectrice de l'angle EDA. Donc, EDA. Donc, si c'est une bisectrice, on a de l'autre côté la même chose. Donc, on a ici 50 degrés. Voilà, donc ça nous permet de trouver le dernier angle, puisqu'on a 50-50, ce qui fait 100. Or, nous sommes dans un triangle. La somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés. Et donc, par conséquent, on peut dire que nous avons... Pour le dernier angle, on peut dire que nous avons ici 80 degrés. Écris ton raisonnement, tous tes calculs, on va le faire ici. D'accord? Donc on va rédiger tout ce qu'on vient de dire oralement. D'accord? Donc on sait. Ok, exercice 13, on nous donne un petit tableau avec des informations, on doit interpréter ce tableau, comprendre et répondre aux différentes questions. Donc on a des températures qui sont relevées à Rome et à Paris, différents jours de la semaine, à 13h et à 20h. Donc ici à 13h, ici à 20h, à 13h, à 20h, les différents jours de la semaine. Alors on nous dit, quand est-ce que, à quel endroit et à quelle heure, la température est la moins élevée le vendredi. Donc je vais regarder ici le vendredi. Je regarde les températures. La moins élevée, c'est ici. D'accord? Et donc il s'agit de Paris à 20h. Parce que c'est
ici 17 degrés. Alors, écris le jour de la semaine pour lequel, à Rome, la différence de température entre 13h et 20h est la plus élevée. Donc, on me demande de faire les écarts de température. Donc, je vais les faire à chaque fois. Hein. D'accord? Entre 26 et 22. Et donc, on me demande le jour de la semaine pour lequel la différence de température est la plus élevée. Et donc, on voit c'est 5 degrés. Et donc, c'est le mercredi. 5 degrés. Alors, le mode de température relevé à Rome à 13 heures. Et donc, si vous avez vu vos notions de stade, vous savez que le mode, c'est la valeur qui revient le plus souvent. Donc, le plus grand des effectifs, on dit en statistique. Mais j'ignore si vous avez vu le terme tel quel. Donc, on va regarder la valeur qui revient à 13 heures le plus souvent. Donc, on va regarder les valeurs à 13 heures. On voit 26, 26, 26 3 fois. Le 21 une fois, le 24 une fois, le 22 une fois. Donc, celle qui revient à chaque fois, plusieurs fois et le plus, c'est 26 degrés. Et enfin, calculer l'écart des températures à Paris à 20 heures. C'est l'étendue des températures à Paris à 20 heures. Je regarde verticalement. Donc, je fais l'écart entre la plus grande et la plus petite. Donc, la plus petite, c'est ici. Et la plus grande, c'est ici. Donc, entre 15 et 22, j'ai un écart de 7. Donc, pour calculer l'étendue, qui est la dernière question, je fais l'écart entre la plus grande valeur trouvée et la plus petite valeur trouvée dans mes mesures. Et donc, je fais 22 moins 15. À nouveau, petit diagramme statistique, diagramme à rectangle. On nous donne le nombre de visiteurs, oui, donc les effectifs ici, en milliers, parce que c'est un peu long à reporter. Donc, c'est 3,1 fois 1000 à chaque fois. Donc, 3100, 2300, etc. Et on fait ça pour chaque mois, entre le mois d'avril et le mois de septembre. Ce sont les visiteurs du parc Animalia. Alors, on demande le nombre de visiteurs qui ont fréquenté le parc Animalia au mois de septembre. Eh bien, c'est 3,2 fois 1000, à savoir 3200 visiteurs. On demande pour les mois de juillet et d'août. On nous dit que pour les mois de juillet et d'août, les responsables espéraient une moyenne de 5 milliers de visiteurs. Et il faut montrer qu'ils n'ont pas atteint cette moyenne. Donc, c'est pour 2 mois, juillet et août. Donc, on va additionner le nombre de personnes qui sont venues en juillet et en août. Donc, 5,1 fois 1000 pour juillet, plus 4,8 fois 1000 pour août. Et on va diviser en 2. C'est le principe de la moyenne. Je vais le mettre en français. Voilà. Et donc, ça va nous donner 5100 plus 4800 divisé en 2, ce qui va nous donner 9900 divisé en 2, et donc ça va nous donner 4950. Et donc pas 5000. C'est légèrement en dessous. Question 15. Dans les figures ci-dessous, la mesure des côtés ne sont pas respectées. Donc, de nouveau, c'est un dessin support. Le rectangle et le carré ont le même périmètre. On va calculer le périmètre du rectangle ici. Périmètre du rectangle, c'est la largeur plus la longueur fois 2. D'accord? Ça, c'est notre longueur. Et ça, c'est notre largeur. Ok. Et donc, je vais trouver 20 cm. Ici, j'ai un carré qui a un certain côté C. Et donc, son périmètre, c'est 4 fois C. Or, on sait que le périmètre du rectangle, c'est la même chose que le périmètre du carré. Donc, on sait que 20 cm, c'est 4 fois C, le côté. Et donc, nous allons diviser en 4, et 5 cm sera la longueur du côté. De là, si je veux faire l'aire du triangle, je fais la base du triangle fois sa hauteur divisée en 2. La base, c'est le côté, donc c'est C. La hauteur, c'est C. Je divise en 2, donc ça fait 5 fois 5, 25 divisé en 2 cm². Question 16. On me donne 2 solides. Solide 1, prisme droit à base carrée. Et on a coupé, suivant les traits qui sont ici, qui étaient en bleu avant la photocopie. Voilà, donc on a coupé le long de ces traits-là. Et on a obtenu ceci. On nous demande de calculer en centimètres cubes le volume du solide numéro 2. On va faire le volume. On a coupé en 2, exactement en 2. Donc on va faire le volume. Alors soit on fait surface de la base fois la hauteur. Ça, ce sera une base et ici on aura une hauteur. On connaît la hauteur.
Ou alors on fait le volume du parallélépipède rectangle et on divise en 2. Donc si je fais le volume du parallélépipède rectangle, là je fais simplement l'aire du carré, surface de la base fois la hauteur aussi. Donc 4 fois 4 fois 10. Et donc ça me fait 160 cm3. Et puis je divise en 2. Donc le volume du solide numéro 2, c'est le volume du solide 1 divisé en 2. Et donc je vais trouver 80 cm3. Mais j'aurais pu aussi faire surface de cette base-là fois la hauteur, qui est 10. Et la base, c'est un triangle. Donc c'est base fois hauteur sur 2. Donc c'est 4 fois 4 sur 2 fois 10. Ce qui revient à 8 fois 10. Et donc à 80 cm3 également. De nouveau de la géométrie. Hein. Beaucoup de géométrie là. L'aire, c'est 12 cm². Et on a à faire parallélogramme, donc on va prendre la formule de l'aire du parallélogramme pour retrouver la hauteur. On sait qu'elles ont la même hauteur, donc une fois qu'on a la hauteur ici, on aura la hauteur qui est là. Et l'aire du triangle est le double de celle du parallélogramme, donc l'aire c'est 24 cm², puisque c'est le double. Et donc on aura base fois hauteur sur 2 qui fera 24. Hein. Base fois hauteur sur 2 qui vaut 24 cm². Donc ça, c'est la grande base ici. Hein. Voilà, donc on peut dire de là, si on fait x2, que base fois hauteur égale 48 cm². Et donc une fois qu'on aura trouvé la hauteur, on pourra diviser pour trouver la base. Voilà, donc c'est ce qu'on cherche ici, hein, la base. Et écrire les raisonnements et les calculs, c'est ce que je suis en train de faire là. Alors maintenant, on va prendre la formule de l'aire du parallélogramme pour trouver la hauteur. Je vais faire quoi? Je vais faire sa base à lui, fois la hauteur, autrement dit 4 fois h, et l'aire je sais que ça vaut 12 cm². Donc je vais trouver h en divisant tout par 4, et donc je trouvais ici 3 cm. De là, je vais aller dans le travail que j'avais fait sur le triangle. Je sais que la grande base fois 3 est égale à 48 cm². Et donc, je vais diviser par les centimètres, hein, ça c'est 3 cm. Donc, la base, c'est 48 divisé en 3, donc 16 cm. Voilà ce qu'on me demandait. Voilà, le livre est terminé. J'espère qu'il vous donnera un dernier petit coup de pouce avant l'épreuve de demain. Accrochez-vous, battez-vous sur chaque question et j'espère que tout se passera bien pour vous. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. À bientôt.